C'est votre journal magazine du dimanche. Madame, Messieurs, bonjour et belle journée dominicale. Tout de suite, les titres. La République Sommaire. démocratique du l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement RDC Pass, un identifiant numérique unique destiné à faciliter l'accès des citoyens aux services publics. Les détails dans la première partie de l'actualité de ce journal magazine. L'essence est fait rare, des vies sont en danger. À Kinshasa, le manque de donneurs bénévoles fragilise les réserves des sang et complique la prise en charge des patients à l'occasion de la Journée mondiale du donneur des sang. Focus dans ce journal sur un défi majeur de santé publique dans un dossier signé par Malumbela. Abandonnés à la rue, condamnés à survivre, les destins brisés des enfants en rupture familiale interpellent entre violence, errance et espoir, et réinsertion, immersion dans un drame humain qui défie toute la société. C'est un dossier réalisé par Diane Bala Kambombo et Diego Makpangala à suivre dans ce journal. Bienvenue à ce journal. La RDC franchit un pas décisif vers la modernisation de ses services. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé les RDC Pass, un identifiant numérique unique appelé à révolutionner l'accès des citoyens aux services de l'État. Les détails dans ces reportages de Guilain Kabalundi et Précieux Mangonzoy. Engagée sur le chemin vers la transformation digitale, la RDC vient de franchir une étape majeure avec les lancements officiels ce samedi 13 juin 2026 du RDC Pass, un identifiant numérique unique en République démocratique du Congo. Chaleureusement accueilli au Centre culturel de Kinshasa pour présider ce grand événement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des explications très précises de cette réforme numérique offrant de nombreux avantages parmi lesquels l'accès facile et en toute sécurité. Ces de la visite des stands sont intervenus peu après la cérémonie officielle dans l'amphithéâtre du centre culturel. Le chef de l'État s'est félicité de ces services numériques qui, d'après ses propres termes, constituent une avancée concrète vers une administration plus intégrée. Pour ce faire, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de veiller à 6 priorités essentielles pour une transformation sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Faire du RDC Pass la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste, transparent et mesurable. Garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Le RDC Pass n'est pas une carte d'identité nationale, ne constitue ni aux institutions compétentes ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. C'est également dans ce sens qu'a abondé le ministre de l'économie numérique. Augustin Kibasa Maliba a axé son propos sur la vision et les avantages de cette réforme. Ce projet piloté par le ministère de l'économie numérique est appuyé par l'entreprise Trident Digital Tech, dont les responsables ont salué la transformation numérique opérée par la RDC. L'événement, organisé ce 13 juin, a coïncidé avec la date d'anniversaire du chef de l'État. Un bouquet de fleurs et des chants en chœur ont agréablement surpris le président de la République, très ému. L'aide humanitaire des affaires sociales, F. Bazaïba Massoudi, une délégation humanitaire en faveur des déplacés internes victimes de la barbarie des ADF. C'est un reportage d'Erigen Shindano et Junior. Après les Tanganyika, la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, poursuit sa mission humanitaire dans les Haut-Ouélé.
Arrivée à Isiro, elle a été accueillie par le vice-gouverneur Christophe Daramatata avant un échange avec le gouverneur Jean-Bakomi Tongambu. Les deux autorités ont ensuite co-présidé le Conseil provincial de sécurité consacré à l'évaluation de la situation sécuritaire. La ministre d'État s'est par la suite rendue au site de Gossamou pour rencontrer les déplacés internes venus notamment de Ouatta, Binza et d'autres localités affectées par l'insécurité occasionnées par les ADF. toyebi ke bana classe batangi te toyebi ke tozali na ba difficulté ebele toyebi ke bato mosusu awa ata baza. Nous connaissons tous ce que vous êtes en train de traverser comme difficulté. Sachez que le chef de l'État ne vous oublie pas. toyebi bana bazali malade kasi eloko ezali na motuya boyeba botia na mutu ke mokonzi ekolo. Ce moment de rencontre a été marqué par un message de longévité adressé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en langue locale par les déplacés internes à l'occasion de son anniversaire célébré chaque le 13 juin. Au cours de la semaine qui s'achève, le chef de l'État a effectué une visite officielle au Caire, en Égypte. En début de semaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le nouveau gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Moulumba. D'autres activités menées par le chef de l'État à travers la semaine du président de la République, une sélection de Pierre Kibambeso Moïsa. Après l'avoir annoncé dans sa communication lors de la 91e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis sur pied la Task Force pour la salubrité et l'assainissement de la ville de Kinshasa, dont la charge a été confiée au lieutenant-général Kasongo Kabwik, commandant du service national. Sous la haute direction du chef de l'État, une première réunion de la Task Force à laquelle ont pris part les commandants du service national et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Bumba, s'est tenue à la Cité de l'Union africaine. Au cours de la séance de travail, le président de la République a donné des orientations et des instructions précises sur les résultats escomptés de la nouvelle structure d'assainissement de la ville de Kinshasa. Aussitôt après avoir été nommé au terme d'une ordonnance présidentielle, le nouveau gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Moulumba, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rétablissement de la paix durable, de l'ordre et de la sécurité publique constitue notamment les recommandations de la mission assignée au nouveau gouverneur militaire de l'Ituri. Le président de la République a aussi instruit le chef de l'exécutif provincial de travailler en faveur du retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Au cours de la semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite officielle au Caire en Égypte à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux au palais présidentiel d'Héliopolis. Ils ont procédé à l'évaluation de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, fondée sur une histoire commune des luttes pour la souveraineté, l'indépendance, la dignité des peuples africains et l'affirmation du continent sur la scène internationale. Les deux hauts dirigeants ont ensuite présidé en présence de leurs ministres sectoriels la cérémonie de signature de 4 accords et mémorandums d'entente. Il s'agit du mémorandum sur les consultations politiques et diplomatiques, de l'accord pour la création d'un pavillon de chirurgie cardiovasculaire au centre hospitalier La Renaissance ex-Mama Yemo, du mémorandum d'entente concernant la coopération bilatérale dans le développement urbain et la gestion des villes et l'accord pour le renforcement des relations bilatérales d'investissement. L'Égypte vient de se construire une nouvelle capitale administrative. Durant son séjour officiel au Caire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ces vastes projets érigés dans la partie est de la capitale pour accompagner la modernisation et la croissance du pays. Il s'agit d'une cité de nouvelle génération à des dizaines de kilomètres du Caire en plein désert, conçue pour répondre aux défis liés à la forte pression démographique
et à la saturation des infrastructures de l'agglomération Kairote. Le chef de l'État a été convié à visiter les différentes composantes de ces programmes d'envergure, notamment les infrastructures gouvernementales, les espaces résidentiels, les zones d'affaires ainsi que les équipements culturels et technologiques déjà opérationnels. De retour au pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 12 juin 2026 à la Cité de l'Union africaine la 92e réunion ordinaire du Conseil des ministres. La communication du président de la République, les situations sécuritaires, sociales et sanitaires, ainsi que la préparation de l'équipe nationale de football et leur part, figuraient notamment à l'ordre du jour du Conseil des ministres, dont le compte rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias. Le directeur général de CDC Africa plaide pour la levée des mesures restrictives contre la République démocratique du Congo, notamment celle de l'interdiction des Congolais de voyager aux États-Unis d'Amérique et puis l'arrivée des léopards à Houston aux États-Unis d'Amérique et autres faits marquants de la semaine qui s'achève dans ces résumés de Marie-Louise Mbela. La synthèse de l'actualité de la semaine démarre avec l'arrivée des léopards de la RDC à Houston aux États-Unis d'Amérique pour le mondial 2026 après 52 ans d'absence sur la scène mondiale. Vêtus de costumes ornés du motif emblématique des léopards signé par le créateur Alvin Junior, les fauves ont été ovationnés par une foule en liesse, c'est avant d'entamer leur préparation pour remporter des victoires et apporter la Coupe du Monde au pays. Mise au point du directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies sur la fermeture des frontières contre la RDC. Le docteur Jean Kasseya, qui fustige le manque de confiance qu'affichent les États-Unis d'Amérique et d'autres, poursuit son plaidoyer pour la levée des mesures d'interdiction des Congolais de voyager, notamment aux États-Unis, en lieu et place d'œuvrer ensemble et renforcer les pays africains comme la RDC qui a démontré sa capacité à contenir Ebola et à l'éradiquer. Plus de 1,65 million d'élèves de 8e année participent à l'épreuve d'évaluation certificative de l'édition 2026. C'est la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raissa Maludinanga qui a lancé l'épreuve du TENASOP au complexe scolaire Estonac Momokoli dans la commune de Selembao. La ministre du portefeuille milite pour le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques. Julie Chikou, en itinérance dans les Grands Katanga pour évaluer la situation des entreprises publiques et examiner les mécanismes susceptibles d'accroître l'efficacité, la performance des entreprises publiques ainsi que leur impact sur l'économie nationale. Lueur d'espoir pour le retour de près de 100 000 Congolais, tous des civils, réfugiés au Burundi pendant et après les violences survenues dans l'est de la RDC. Le gouvernement de la République s'attelle pour accompagner ses ressortissants tout au long du processus de rapatriement jusqu'au retour dans leur localité d'origine respective. L'économie congolaise continue de faire preuve de résilience en dépit de la persistance de l'insécurité dans l'est du pays et des incertitudes qui caractérisent l'environnement économique international. C'est ce qui ressort de la réunion du comité économique, les processus référendaires en RDC pour le changement ou la révision de la loi fondamentale. En début de semaine, les députés nationaux ont adopté la proposition de loi fixant l'organisation du référendum avec 348 voix pour, seulement 2 contre et 1 abstention. Le Sénat a adopté à une écrasante majorité 4 accords stratégiques avec la Banque africaine de développement. Il s'agit de l'agro-industrie, l'action humanitaire et l'assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les priorités conjointes du programme d'appui à la réforme de la justice pour l'année 2026 ont été validées ce jeudi au cours d'une réunion du comité de pilotage présidé par le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. La préservation et la valorisation de la mémoire documentaire de la RDC était au cœur de la 8e édition de la Semaine internationale des archives tenue au courant de la semaine à Kinshasa, une initiative de l'Institut national des archives du Congo. L'administration financière de Kinshasa se digitalise avec un nouveau dispositif intelligent
de collecte de la taxe statistique d'embarquement local. Cet outil vient d'être mis en place à l'aéroport international d'Ndjili. L'essence des faits rares des vies sont en danger. Je le disais dans les titres, et le manque de donneurs bénévoles fragilise les réserves des sangs et complique la prise en charge des patients à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale du donneur des sangs. Focus sur un défi majeur de santé publique dans ces dossiers signés par Marie-Louise Mbela Kivila. Faire un don du sang, cet acte volontaire est une expression d'amour pour sauver des vies. Au Centre national des transfusions sanguines de Kinshasa, les donneurs se relayent au quotidien. Dans cette salle de récolte, c'est l'accueil après une évaluation en santé. C'est d'abord pour moi une fierté parce que la reconnaissance de tout le monde qui donne son sang, donc c'est bien que ça soit célébré internationalement. Alors, ce qui m'a motivé premièrement, c'est de voir qu'il y a des gens. La bonne action que je peux faire, c'est donner mon sang. C'est un acte d'abord gratuit et ça pourra sauver des vies dans l'avenir. En cas d'effet secondaire, après le don des sangs, la prise en charge est immédiate par l'équipe du personnel soignant. Les poches de sang ainsi récoltées seront déployées à travers les différents établissements hospitaliers de la capitale et même en province, parmi lesquels le centre hospitalier de référence de Makala qui a en son sein une banque de sang pour une meilleure conservation des poches de sang et ses dérivés. Nous avons les donneurs bénévoles et les donneurs familiaux. Banque de sang à l'hôpital général de référence de Makala. Et le personnel qui est ici est qualifié, formé pour les prélèvements, pour la qualification. Ce qui est vrai que pour la qualification ou la sérologie de toutes les unités de sang que nous prélevons ici, nous les envoyons au CNTS pour la sérologie. Et là-bas, ils ont les automates et réactifs de la dernière génération. Au centre hospitalier Vijana, par contre, il n'y a pas de banque de sang. Le médecin-chef de service souligne la nécessité d'en avoir. Le gouvernement peut nous aider dans le sens de mettre à notre disposition une banque de sang pour conserver le sang à temps et à contre-temps parce qu'on ne sait pas à quelle heure l'accouchement peut arriver, à quelle heure l'accident peut subvenir. Donc, si on conserve chez nous à 1 heure, 2 heures, 3 heures, on peut l'utiliser facilement. En province, les besoins en sang est grand, notamment pour les malades anémiques. SS en crise, le docteur Dieudonné Nzao est drépanologue à l'hôpital de référence de Kinkanda au Congo central. Il évoque les défis autour du don des sangs. Un enfant anémique SS ne peut pas recevoir du sang qui contient un S dedans. Donc, nous suggérons que le sang que le dépositaire doit recevoir, c'est un sang AA. Nous avons des difficultés parfois avec le malade qui confondent entre groupes sanguins, c'est-à-dire les A, B, O, AB, qui confondent avec les électrophorèses. Les électrophorèses, nous avons A, AS, SS, je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez être le groupe O, donc un donneur universel, mais être S, et donc, vous ne saurez pas donner, même si vous êtes en super forme en tant qu'anémique SS, vous ne pouvez pas donner du sang à un autre anémique SS ou un autre malade qui a besoin de ce sang. De la récolte à la distribution, en passant par les traitements des poches de sang, c'est l'apanage du Centre national de transfusion sanguine. Les quantités de réserve sont insuffisantes pour satisfaire les besoins des hôpitaux, d'où cet appel du directeur national du Centre national de transfusion sanguine. Tout le monde peut donner du sang. Il suffit que vous soyez en bonne santé, mais vous devez être aussi majeur, âgé de 18 ans, et aussi avoir un comportement sexuel responsable. Aujourd'hui, nous collectons par jour 200 poches, mais il faut dire que nous avons quitté quand même presque des 10 poches par jour. Nous sommes à environ 200 poches, mais les besoins restent énormes. Nous sommes toujours en deçà, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance. Il y a encore des gens qui meurent par manque de sang. Nous devons nous tous nous impliquer parce que personne n'est épargné. Pour pallier au faible approvisionnement du sang, le Centre national des transfusions sanguines se veut plus proche de la population avec l'ouverture des succursales dans chaque district. C'est également une façon de renforcer la sensibilisation pour les dons gratuits des sangs, un geste à encourager.
Je le disais dans les titres, abandonnés à la rue, condamnés à survivre, les destins brisés des enfants en rupture familiale, appelés communément Chegué, interpellent entre violence, errance et espoir de réinsertion, immersion dans un drame humain qui défie toute la société. C'est les grands formats de ce journal magazine réalisé par Diane Balakambombo et Diego Mapangala. Leur vie est parsemée de beaucoup d'embûches. Sans toit ni adresse fixe, les enfants en rupture familiale, communément appelés Chegué, passent souvent leur temps dans les marchés, carrefours et surtout dans les rues de Kinshasa, d'où l'appellation enfants de la rue. Le rejet ou abandon familial, la pauvreté, l'exclusion sociale ou encore des accusations non fondées de sorcellerie les ont poussés à trouver refuge dans la rue et leur intégration reste un véritable défi. Je suis dans la rue parce que mon père me faisait souffrir et j'ai rêvé de devenir soldat. Nous souffrons du froid. Si tu ne m'en dis pas, tu ne manges pas. Nous demandons un lieu d'hébergement. Face à cette situation, des centres d'accueil et organisations de protection de l'enfant s'offrent à eux comme une deuxième famille, une lueur d'espoir avec hébergement, nourriture et formation professionnelle à leur portée. Les enfants en rupture familiale font face à des défis énormes. Les traumatismes psychologiques, l'abandon, l'insécurité, manque de repères. Ce sont des défis énormes qui remettent en cause leur évolution. C'est ce qui fait que nous, au niveau de l'ONG Lueur de l'Humanité, nous, dans notre politique d'accompagnement, nous tenons compte d'une approche globalisante parce que les défis sont globaux, alors l'accompagnement doit aussi tenir compte de toutes ces réalités face auxquelles ces enfants sont confrontés. Nous devons favoriser les bons vivres. Nous devons supporter ces enfants. Les parents doivent être des leaders pour bien gérer la société, bien gérer les familles afin d'éviter que certains enfants se retrouvent dans la rue. Les principales causes de ces phénomènes sont sociales, mais les solutions sont en partie politiques. La ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, affirme travailler avec les autres ministères et partenaires pour renforcer la protection et la réinsertion de ces enfants qui ont aussi des droits. Le gouvernement de la République prend les choses à bras le corps. Les enfants de la rue, il faut commencer d'abord par la cause. Qu'est-ce qui produit les enfants de la rue? Actuellement, l'augmentation des enfants de la rue, c'est d'abord la guerre. La guerre d'agression dont nous sommes victimes depuis plusieurs années, 3 décennies aujourd'hui, a produit énormément des enfants de la rue parce que du coup, les enfants se retrouvent comme les cas des déplacés internes ici, des enfants non accompagnés. Ils n'ont pas de parents, ils voient le mouvement de ceux qui fuient la guerre et aussi entrent dans ces mouvements. Ils se retrouvent dans un site, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de références. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sortent dans la rue pour quémander pour leur survie. Vous avez des orphelins, les orphelins qui ne sont pas pris en charge, les orphelinats ne sont plus fonctionnels, les enfants vont dans la rue. Vous avez des parents divorcés. Lorsque un des parents essaye de recommencer sa vie, là où le parent a recommencé sa vie, il y a l'un des conjoints qui n'accepte pas l'enfant de l'autre. L'enfant se retrouve dans la rue. Donc ça, ce sont les conséquences. Les gouvernements s'attaquent à des causes de cela. Et entre-temps, nous les gérons à prendre les enfants pour les rattrapages scolaires, la formation de métier. Dans la prise en charge des enfants de la rue, les responsabilités sont partagées. État, famille et communauté ont chacun à son niveau un rôle à jouer pour offrir à ces enfants une véritable chance de réinsertion sociale. Si rien n'est fait, cette catégorie sociale est un bombe à retardement qui sera difficile à maîtriser. Toujours pas dans les manuels historiques. Pourtant, leur contribution à façonner les destins du Congo, les femmes, toutes tendances confondues, ont pris part à la lutte pour l'indépendance. Une contribution oubliée que Sandra Nyangitabou, à travers cette chronique, se propose de remettre en lumière. Lorsqu'on raconte l'histoire de l'indépendance du Congo, les noms qui sont les premiers à être cités sont ceux de Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Jean Bolikango, Mulopwe Kalonji Ditunga,
Christophe Beignet ou encore Justin-Marie Bomboko. La liste n'est pas exhaustive. Pourtant, des femmes courageuses ont également joué un rôle déterminant dans cette marche vers la liberté. À l'occasion du mois de l'indépendance, retour sur ces héroïnes souvent oubliées de l'histoire congolaise. Dans les années qui précèdent l'indépendance, le Congo connaît une profonde effervescence politique. Tandis que les mouvements nationalistes gagnent du terrain, les femmes s'impliquent de plus en plus dans la vie publique et politique. Elles sensibilisent, mobilisent, organisent et accompagnent les revendications portées par les leaders de l'époque. Malheureusement, leur rôle reste largement méconnu. Les archives et les récits historiques ont davantage retenu les noms des hommes qui ont négocié l'indépendance que ceux des femmes qui ont contribué à préparer le terrain de cette conquête. Leur contribution ne se limite pas au cercle politique. Dans les familles, les associations, les écoles, les communautés, elles participent à la diffusion des idées de liberté et de dignité qui nourrissent les mouvements indépendantistes. De la résistante Marianne Coy qui défia l'autorité coloniale dès 1915 à André Blouin, redoutable militante panafricaine et proche collaboratrice de Patrice Emery Lumumba, en passant par Marie-Josée Sombo, pionnière du journalisme congolais, ou Joséphine Siongo, première congolaise à siéger dans une institution municipale. Ces femmes ont brisé les barrières de leur époque pour faire entendre la voix des Congolaises dans la lutte pour l'émancipation et l'indépendance. Mais l'histoire de l'indépendance congolaise ne s'est pas écrite uniquement dans les bureaux des partis politiques ou dans les grandes tribunes publiques. Elle s'est aussi construite dans les marchés, les associations féminines, les églises et les quartiers populaires. Des milliers de femmes anonymes, commerçantes, mères de famille, responsables associatives ou simples militantes ont contribué à faire circuler les idées nationalistes, à soutenir les mobilisations et à entretenir l'espoir d'un Congo libre. Retour sur l'actualité pour parler des travaux de construction de la voirie de Mokambo lancés hier par le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, comme les témoignent ces reportages de nos confrères de la RTNC Lubumbashi. Hii maatelier munaona iko napita, tunaanza kuidispatcher sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Quelques routes de la commune de Mokambo seront asphaltées. C'est la concrétisation de la parole donnée à la population de Lubumbashi lors de la présentation des enjeux à la population et aux députés nationaux ainsi que provinciaux. Juste après son adresse à la population de Mokambo, le chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula est allé sur la route qu'on doit moderniser. Il a suivi les explications données par le directeur provincial de l'office de voirie et drainage, Dieudonné Aboula, sur les travaux à réaliser. C'est depuis la cabine d'une niveleuse nouvellement achetée par la province que le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a lancé les travaux d'asphaltage de cette route sous les acclamations de la population. La construction de ces routes et avenues est un plus à la modernisation des différentes entités de la République démocratique du Congo. Une page noire dans ce journal, décédé le 3 juin dernier des suites d'une maladie. L'opérateur des prises de vue, Ado Mujangilou Poussa, a été inhumé hier à Kinshasa. Jacques Gaboua Bamgou Minassé Douga pour les récits. Cet opérateur des prises de vue de la presse congolaise, vous ne le verrez plus jamais. Ado Mujangilou Poussa, c'est lui que l'on appelait affectueusement Cordon, a tiré sa révérence le 3 juin 2026 suite d'une maladie. Chef de section et gestionnaire du quart des reportages, direction programme TV, Ado, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie, a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille, car la RTNC est notre seconde famille. Engagé en 2004, l'illustre disparu a travaillé à la grande satisfaction de la hiérarchie. Un départ brutal qui chagrine la RTNC, la direction des programmes TV, mais aussi votre famille biologique. Autant de professionnalisme, la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé Cordon Ado dans la vie professionnelle ou ailleurs
ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposée la dépouille mortelle de l'illustre disparu derrière les studios Maman Ngebi, ici à la RTNC. On a noté la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaka Temoué. Je ne sais même pas décrire la peine que je ressens depuis la nouvelle de sa disparition, parce que c'était impliqué dans tout ce que nous faisons d'ailleurs ici à la télévision nationale autour du briefing ou du compte rendu, mais aussi dans toutes les missions. Ado faisait un travail de 2-3 personnes. Lorsqu'ils étaient là, vous pouvez être sûr qu'ils vont compenser le travail des autres. Et je pense que la présence de toutes les personnes que je vois ici ce matin est illustrative justement du professionnalisme du Nagaka. Et que aujourd'hui, les objectifs que nous avons à Ado, c'est aussi un honneur que nous faisons de tous ces techniciens que nous avons. Madame le DG, Sylvie Elenge Liembo avec à ses côtés son adjoint Joseph Adolphe Photo. Quelques députés, les agents et cadres de l'RCNC, la famille de Roger de l'Église disparu, ainsi que les amis et connaissances. La mort est une fatalité. Nous n'en pouvons rien. Si vous étiez donné l'occasion de les voir, les gars émotionnels qui votre c'est du domaine de l'éternel, de tout puissant. Créateur, Père céleste, il est le temps et son maître. Ses voix sont. La douleur a été telle que personne ne pouvait contenir ses larmes. L'abondance larme d'ailleurs, lorsque la dépit mortelle de l'Église a disparu, s'est dirigée vers la défense de la sagesse. Ce collègue de service a mis des connaissances non une des mineurs que adieu à deux bouchangilou adieu. Adieu les miens. Qui s'est dit ah, mais nous avons porté dans nos cœurs, c'est là.